Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la sédentarité au travail. Alors, véritable sujet frontière entre la santé publique et la santé au travail. Le sujet de la sédentarité semble intéresser beaucoup de personnes, donc bienvenue et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, peut-on être sédentaire et actif? Et peut-on être sportif et sédentaire également? On va voir tout ça aujourd'hui avec nos intervenants. Donc, ce webinaire est prévu pour une durée de 30 minutes environ et nous aurons le plaisir de répondre à vos questions pendant environ 15 minutes à la fin de ce webinaire. Vous avez la possibilité justement de poser vos questions dans la rubrique Q&R sur le bandeau Zoom. Alors, peut-être que nous y répondrons au cours du webinaire par écrit, sinon nous y reviendrons à la fin. Avant toute chose, ne vous inquiétez pas, ce webinaire est enregistré et vous sera disponible sur le site du réseau Présence PACA Corse très prochainement. Alors justement, ce webinaire est organisé par le réseau Présence PACA Corse, qui est le regroupement des services de prévention et de santé au travail de la région. PACA Corse, ça représente 17 services de santé au travail. Particulièrement aujourd'hui, ce webinaire est proposé par l'AISMT 13, Audalia, qui est anciennement AIST 83, Santé au Travail Provence et Expertise. Je me présente, donc je m'appelle Julie Lercari et je suis intervenante en prévention des risques professionnels chez Santé au Travail Provence à Aix. Bonjour, Lucille Jacot, je suis infirmière en santé au travail. Je travaille à Audalia, donc anciennement l'AIST 83. Je suis en poste donc sur le secteur de la ZI Toulon-Est. Bonjour, je suis Stéphanie Ruocco, je suis également infirmière en santé au travail dans le service de santé au travail Provence et moi je suis basée à Miramas. Bonjour, Marc Gisler, je suis ATST à l'AISMT 13 à Marseille. Je suis basé au centre de la Valentine. Merci. Alors pour aujourd'hui, on vous propose un programme avec une rapide introduction sur la sédentarité et la sédentarité au travail. Ensuite, nous vous proposons également les conséquences de la sédentarité sur la santé des salariés, mais également sur la santé de votre entreprise. Et ensuite, nous verrons les moyens collectifs pour lutter contre la sédentarité et les moyens individuels à la portée de chacun. Nous verrons également quelques aides financières et la réglementation face à cette sédentarité au travail. Je vous retrouve à la fin pour les questions. Oui, donc en introduction, tout d'abord, nous allons aborder quelques définitions. Donc, en premier, nous allons définir bien sûr ce qu'est la sédentarité. Donc, il s'agit du temps passé en position assise ou allongée pendant des périodes d'éveil, lors desquelles la dépense énergétique est proche de celle du repos. Cette notion de dépense énergétique faible est vraiment importante, nous y reviendrons plus tard. Il faut savoir que la sédentarité est le premier risque évitable pour la santé et il s'agit aussi de la 4e cause principale de décès prématurés dans le monde. Le taux de sédentarité varie selon les pays, il va de 30% à 70% selon eux. Il est bien sûr plus important dans les pays industrialisés. C'est un risque qui est émergent et moderne, hein, surtout en France, hein, par exemple, où les postures sédentaires au travail sont présentes dans de nombreux secteurs d'activité. Cela est lié bien sûr à l'exploitation du numérique, mais aussi au développement du télétravail. Donc, nous allons voir sur la diapo suivante, bien sûr, quelques exemples de métiers pouvant être sédentaires. Il ne s'agit pas uniquement de postes administratifs comme on peut s'imaginer. Donc, la sédentarité est présente dans différents secteurs d'activité. Par exemple, dans les transports, les chauffeurs sont souvent sédentaires. Il y a aussi des postes sédentaires dans le milieu du BTP avec les ingénieurs, les architectes, les concepteurs, par exemple. Dans l'industrie également, on peut retrouver des postes sédentaires comme les opérateurs sur machine, par exemple à commande numérique. Si bien que le travail, donc aujourd'hui, est le premier facteur de sédentarité, hein, avant même les loisirs et les déplacements qui, eux aussi, sont de plus en plus sédentaires.
pour éviter les confusions, donc on va définir aussi d'autres aspects. L'activité physique, par exemple, en fait, ça consiste à mettre son corps en mouvement. Donc, ça consiste aussi à augmenter la dépense énergétique qui sera plus importante par rapport aux dépenses énergétiques au repos. Le sport, tant qu'à lui, est une forme d'activité physique également, mais celui-ci est organisé. Donc, il y a toujours un objectif de performance, de rapidité, par exemple, de précision ou de force. L'inactivité physique, tant qu'à elle, est définie par le niveau d'activité physique en référence aux recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, lorsqu'on ne répond pas à ces recommandations hebdomadaires, qui sont de 2h30 d'activité physique modérée, donc 2h30 pouvant être réparties en 30 minutes par jour, 5 jours sur 7, nous sommes considérés comme inactifs. Donc, pour éviter les confusions, il est important de distinguer vraiment l'inactivité physique de la sédentarité. Donc, l'inactivité physique, c'est vraiment la non-atteinte des recommandations d'activité physique hebdomadaire. Donc, on constate bien sûr qu'on peut être inactif sans pour autant être sédentaire. Donc, ce sont deux notions vraiment non interchangeables. Sur voilà, la diapo suivante, donc on voit, comme je vous disais, qu'on peut être sportif et sédentaire. Et à l'inverse, on peut être actif au travail et être inactif non sportif. La sédentarité augmente le risque de développer des maladies, que l'on soit sportif ou non. Même si l'activité physique diminue les risques pour la santé, l'activité physique n'efface pas complètement ces risques. En moyenne en France, donc il a été vu qu'on passait en moyenne 7 heures par jour lors des activités sédentaires. Donc c'est vraiment très important. Nous passons beaucoup de temps assis, principalement allongé, c'est plus pour les périodes de sommeil qui ne sont pas considérées comme la sédentarité. Et une étude donc, de l'ANSEE a constaté que 95% des Français seraient menacés à ce jour par le manque d'activité physique et par la sédentarité. On va voir donc les conséquences pour la santé. D'un point de vue physiologique, donc, il est constaté que la sédentarité génère des dysfonctionnements qui vont altérer la santé. La position assise, tout d'abord, a ses méfaits, car la position du diaphragme entraîne un ralentissement du flux sanguin, par exemple. Il y a aussi une diminution du flux respiratoire, de l'amplitude respiratoire, entraînant une hypoventilation. Il y a aussi des tensions qui s'exercent au niveau des vertèbres, mais aussi au niveau des différents muscles liés à la posture statique assise. Et également, le transit intestinal est perturbé du fait que les aliments stagnent plus longtemps par rapport à l'inactivité. Une notion importante aussi est encore une fois la dépense énergétique. En fait, la trop faible dépense énergétique va altérer le métabolisme, ce qui entraîne donc toutes les maladies métaboliques telles que l'hypercholestérolémie, le diabète de type 2 et aussi un déconditionnement à l'effort, donc ce qui favorise les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, le risque d'infarctus du myocarde. Les troubles musculo-squelettiques, tant qu'à eux, sont liés à l'inactivité et à la posture statique. Les cancers aussi sont augmentés par rapport à l'exposition à la sédentarité, notamment le cancer du poumon qui est augmenté à raison de plus 25% de risque lorsque nous sommes sédentaires par rapport à l'hypoventilation encore. Et aussi, on retrouve le cancer du côlon. Donc, les aliments restent plus longtemps dans le tube digestif, donc ce qui peut augmenter le risque d'exposition à certains agents nocifs, comme les pesticides, par exemple. Donc, selon l'OMS, la sédentarité augmente vraiment la mortalité globale. Et il peut y avoir également des mécanismes, des conséquences sur votre entreprise. Donc, tout cela par rapport d'une part à la maladie, donc aux maladies que j'ai citées à l'instant, mais aussi au risque d'accidents du travail qui peuvent augmenter. Le fait d'être sédentaire nous rend moins
moins réactif, il y a plus de risques d'accident du travail par inattention. Il peut aussi y avoir plus de stress par rapport à la sédentarité qui peut occasionner du stress, des troubles du sommeil, pouvant mener à de l'absentéisme. Il peut donc avoir de ce fait une perte de savoir-faire et de compétitivité liée à la désorganisation des équipes, les salariés absents entraînant des difficultés pour les équipes, un surmenage, un surmenage au niveau des salariés avec une perte d'efficacité et aussi une perte de coût possible au niveau de la qualité et au niveau de la productivité. Cela peut conclure à la dégradation de la qualité de vie au travail, un climat social pouvant être plus tendu. Cela peut aussi altérer l'image de l'entreprise et ainsi que sa réputation aussi. Et enfin, donc, cela peut conduire également à des difficultés financières. Mais ce n'est pas une fatalité, hein. Il faut savoir que lutter contre la sédentarité est vraiment un enjeu de santé au travail. En agissant pour améliorer la santé des salariés, on va donc bien sûr baisser le nombre d'arrêts maladie, le nombre d'accidents du travail. Les salariés seront moins stressés, auront moins de troubles musculo-squelettiques et les dépenses de santé seront également diminuées. Il y aura des bénéfices donc aussi pour l'entreprise au niveau de la cohésion des équipes. La qualité de travail pourra être améliorée. Ça améliorera l'expérience du salarié et sa satisfaction au travail. Enfin, donc, la baisse de l'absentéisme et la baisse des accidents du travail diminuera le turnover et provoquera donc un meilleur engagement des salariés et de ce fait une meilleure productivité. Donc, pour favoriser l'activité physique et concilier la vie privée et la vie professionnelle, donc il faut agir au niveau de la qualité de vie au travail pour fidéliser les salariés. Cette démarche rentre dans un principe d'évaluation des risques que vous pouvez inclure dans votre document unique de prévention. Donc, on va aborder un tableau qui est présenté par l'INRS qui permet d'identifier les risques dans votre entreprise. Donc, ce qui est important de savoir tout d'abord, d'identifier, c'est si la posture assise est maintenue dans le temps. Il est impératif que la sédentarité, les périodes de posture sédentaire soient fractionnées. Donc ça, on va l'évaluer. Est-ce que la personne passe beaucoup de temps assis? Quel est le niveau de dépense énergétique du salarié? Est-ce qu'il est en mouvement quand il travaille ou est-ce qu'il est plutôt statique au repos? Donc, est-ce qu'il répond à la définition de la sédentarité? Ensuite, on va agir au niveau de l'évaluation de la durée de la posture sédentaire, donc avec vraiment un critère qui est le temps, 30 minutes, inférieur à 30 minutes ou supérieur à 30 minutes. Si cette première identification permet de mettre en évidence qu'effectivement vos salariés sont sédentaires, on va procéder à l'analyse de chaque poste de travail pour définir les actions à mener. Donc, on va voir s'il y a des périodes interrompues de sédentarité, si elles sont fréquentes ou pas, s'il y a une variation de tâches, si la durée cumulée de posture sédentaire est inférieure ou supérieure à 5 heures par jour, et si les tâches de travail sont sédentaires ou pas. Donc, dans l'idéal, il faut alterner les tâches sédentaires et les tâches non sédentaires. Donc, je vais laisser la parole à ma consoeur qui va développer les moyens de lutte contre la sédentarité. Merci pour votre attention. Alors, dans un premier temps, nous allons aborder les moyens collectifs de prévention. Donc, la prévention des risques professionnels, elle s'oriente toujours en priorité vers des solutions collectives. Et pour lutter contre la sédentarité, il y a deux axes pour pouvoir agir, l'organisation et les conditions de travail. Le but de cette lutte contre la sédentarité, c'est vraiment de réduire ou en tout cas de hachurer, de morceler les temps de posture sédentaire au cours des heures de travail.
Donc, comme premier levier d'action, nous allons voir l'organisation de l'activité. Donc, évidemment, il va falloir inciter les salariés à alterner les tâches pour éviter d'être en posture sédentaire trop prolongée. Il va falloir aussi organiser, favoriser, ou en tout cas laisser la possibilité aux salariés de s'octroyer des pauses actives. Alors, on a mis quelques petits exemples au niveau collectif d'organisation d'activités. Par exemple, quand il y a des visios, typiquement, faire ces visios debout. Vous avez un coup de fil à passer, vous pouvez vous mettre debout, que ce soit sur un téléphone portable ou alors avec le haut-parleur sur le téléphone fixe. On peut aussi mettre en place au sein de son établissement des réunions courtes en position debout ou en marche. Ça permet donc déjà de rendre la réunion un peu plus efficace, efficiente. On va réduire la durée de la réunion, on va aller à l'essentiel. Et en même temps, ça permet d'avoir cette activité, donc cette lutte contre la sédentarité. Au niveau de l'action qu'on peut mener sur l'environnement de travail, donc on vous a mis quelques exemples. On peut travailler sur les espaces et on peut également travailler sur le poste directement. Alors, au niveau des espaces, ce qui est bien et qui fonctionne relativement bien dans les sociétés où c'est du travail administratif ou même autre, c'est d'éloigner l'imprimante, de centraliser une seule imprimante pour plusieurs salariés qui va forcément vous obliger à vous lever entre deux tâches sédentaires pour pouvoir aller récupérer les documents. Et donc ça permet évidemment de se mettre en mouvement, de se mettre en action, que ce soit quelques minutes, et de se déplacer. Et c'est un bon moyen de lutter contre la sédentarité. On peut aussi, ça se fait de plus en plus, notamment dans les pays anglo-saxons, avoir des tapis de marche ou des pédaliers que vous mettez en dessous d'un bureau et ça va vous permettre d'être en mouvement lors de la saisie ou lors d'un travail de bureau. On peut également favoriser des espaces de convivialité avec du mobilier adapté, voilà, pour ne pas être systématiquement en posture assise. Donc, ça se fait des manches debout, ou alors, voilà, ça permet de se déplacer et d'être aussi un petit peu en posture debout. On peut aussi faciliter aux salariés leur mobilité en proposant des garages à vélo qui vont permettre aux salariés de venir sur leur lieu de travail à vélo. On peut proposer aussi la douche, de proposer des douches et des salles d'activité physique parce que, comme l'a dit ma collègue auparavant, l'inactivité physique vient majorer les effets délétères de la sédentarité. Donc, c'est un bon moyen aussi de lutter et de permettre aux salariés de travailler sur cette inactivité physique au quotidien. Évidemment, comme pour toute prévention des risques professionnels, il y a des actions de sensibilisation, d'information et de formation des salariés à mener. Et évidemment, une des priorités, c'est de lutter contre cette idée reçue qu'on a tous, évidemment, c'est que le travail en entreprise se fait en position assise. Donc, vous avez une réunion, c'est assis. Un entretien, c'est assis. Vous recevez quelqu'un, c'est en posture assise. Et donc, il faudrait changer cette posture-là pour lutter contre cette première cause de mortalité évitable. Au niveau des moyens individuels de prévention, donc ça va être des moyens que vous allez pouvoir mettre, Julie, tu peux passer le diapo, que vous allez pouvoir mettre en place au sein de votre vie professionnelle, mais également au sein de votre vie personnelle. Alors, c'est des conseils qu'on entend souvent, donc prendre les escaliers plutôt qu'un ascenseur, comme on l'a déjà dit, se balader quand on est au téléphone, essayer de travailler au maximum en posture debout, à savoir que le fait d'être simplement debout ne suffit pas vraiment. Il faut quand même qu'il y ait un petit déplacement. Donc voilà, faire quelques pas. Évidemment, ne pas appeler un collègue ou ne pas envoyer un mail, quelqu'un qui est dans un même bâtiment, se déplacer pour aller le voir. Se connecter, comme on l'a déjà dit, à l'imprimante loin du bureau. Et évidemment, quand on a des postures assises maintenues ou des postures sédentaires tout au long de la journée, il ne faut pas hésiter à faire des étirements, à faire du mouvement qui va vous permettre à la fois de lutter contre la sédentarité et comme la survenue des troubles musculo-squelettiques. Donc, les recommandations en termes de temps, c'est de se lever toutes les 30 minutes pour changer de posture. Et évidemment, il faut éviter le plus possible d'avoir 2 heures de posture consécutive sédentaire.
comme vous l'a montré ma collègue, à partir de 5 heures déjà de posture sédentaire, on voit des effets délétères et évidemment, il faut éviter 7 heures par jour où là, les effets sont avérés, quoi. Donc, quelque chose qui se démocratise, hein, surtout depuis la crise sanitaire, c'est le télétravail. Et on sait qu'en télétravail, il y a eu des enquêtes sur ça, on est beaucoup plus sédentaire. On est chez soi, on n'a pas de collègues à aller voir, on n'a pas de réunion à faire où on doit se déplacer, pas forcément une imprimante à mettre éloignée de son poste de travail. Donc, il faut aussi, en tant qu'employeur, donner des conseils, stimuler la lutte contre la sédentarité au domicile des salariés quand ils sont en télétravail. Donc, on a mis quelques conseils qui sont pratiques à faire. Donc, commencer la journée par une petite marche, hein, on évite le trajet domicile-travail quand on est en télétravail, on peut en profiter pour faire une petite marche le matin, une petite activité physique qui va permettre déjà de bien commencer sa journée. Évidemment, on peut travailler aussi sur son espace de travail pour limiter les postures sédentaires. Il y a des employeurs qui vont aider à financer, donc des bureaux réglables. Vous pouvez vous mettre debout. Vous pouvez mettre aussi donc, le tapis de marche en dessous, les pédaliers, hein, comme ce qu'on a vu tout à l'heure quand on est dans son poste de travail en entreprise. On passe les coups de fil en marchant. Ça, c'est une règle qui est très utile et facile à mettre en place. Il faut évidemment se lever régulièrement. Dans tous les cas, il faut s'hydrater. Ça, c'est des conseils qu'on donne aux salariés lors de nos entretiens. Donc, on se lève, on va chercher à boire plus loin. On ne met pas la bouteille d'eau à côté, on est à la maison, donc on peut se le permettre. Et évidemment, on essaye de se planifier aussi des pauses actives pour se déplacer, comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'idéal étant que lors de la pause de midi, après avoir pris son repas, une petite marche de 10 à 15 minutes permet de s'activer, permet de limiter le pic glycémique postprandial. Et donc, ça aide aussi à lutter contre cette sédentarité au cours de la journée. Évidemment, comme on l'a vu pour l'inactivité physique, une petite activité en fin de journée, c'est l'idéal pour lutter contre ces méfaits. Alors, on a vu que donc, cette inactivité physique majorait les risques de sédentarité et donc on a proposé à la fin de ce webinaire des aides financières et la réglementation qui aussi encadre l'activité physique et la promotion de l'activité physique en entreprise. Donc, un employeur qui souhaiterait mettre en place le sport en entreprise, il peut bénéficier d'exonération de cotisations et de contributions sociales en parallèle de ce que le CSE peut mettre en place aussi. Il peut proposer, on le verra dans une prochaine diapo, mais en tout cas, l'employeur, lui, il peut bénéficier de ces réductions. Alors, évidemment, il doit mettre en place quelque chose à destination de tous. Ça, c'est les conditions d'exonération. Il faut que ça soit accessible sans discrimination de temps de travail, de contrat. Et il faut que ces activités physiques ne soient pas obligatoires. Il faut que ça soit sur la base du volontariat des salariés. Donc, il n'y a pas de limite de montant pour cet avantage fiscal. Et on a mis une petite indication, voilà, c'est 5% de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale qui est multiplié par l'effectif de l'entreprise. Une petite indication, en 2023, ce plafond mensuel, il était de 3 666 €. Voilà. En général, c'est réévalué chaque année. Donc, pour le moment, on n'a pas celui de 2024, mais en 2023, ça vous permet d'avoir une idée du montant que vous pouvez déduire. Donc, le sport en entreprise, voilà, on a voulu faire un point aussi parce que le CSE, s'il y avait des membres du CSE aujourd'hui qui participaient au webinaire, ils peuvent aussi stimuler l'activité physique au sein de leurs entreprises en participant au financement de salles de sport, en participant au financement à des cours collectifs, des tarifs préférentiels, ça se fait souvent dans les entreprises, dans certaines salles de sport. On a mis un petit point de réglementation, ça c'est aussi pour que vous puissiez l'avoir après à la relecture de ce webinaire. Alors, il y a des points évidemment de respect de règles de sécurité et d'hygiène, comme dans tous les locaux d'une entreprise. Donc, une aération des lieux qui doit être suffisante, l'installation de sanitaires. Il faut mettre à disposition, comme dans tous vos locaux, du matériel de premier secours, que ce soit des instincteurs ou du signalement d'évacuation.
il faut que les locaux soient accessibles aux travailleurs handicapés, comme tout local d'entreprise. Et enfin, il faut que tous les documents qui montrent qu'il y a une garantie du respect d'hygiène et de cette sécurité soient affichés et portés à la connaissance des salariés. Alors, on a mis aussi les obligations du travailleur qui doit donc prendre soin de sa santé et de sa sécurité et qui doit également protéger la santé et la sécurité des personnes concernées par ces actes ou par leurs omissions au travail, hein. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on utilise du matériel, on essaye de laisser les choses en sécurité, on ne se met pas en danger, on ne met pas en danger ses collègues. Et comme on avait une question on se doutait qu'elle allait peut-être arriver, s'il y a un accident du travail, est-ce que c'est un accident du travail si un accident survient dans ces salles de sport proposées par l'employeur? Alors, il y a eu une question récemment et en fait, a priori, comme c'est une activité qui est basée sur le volontariat, souvent en dehors des heures de travail, ce n'est a priori pas reconnu comme un accident du travail. Le gouvernement a mis en place, vous savez qu'il y a les JO 2024 en France, et le gouvernement a voulu mettre en place aussi l'activité physique et promouvoir l'activité physique en entreprise. Donc pour ça, il y a plusieurs on va dire, temps ou plusieurs choses qui ont été mises en place. Donc, il y a un outil qui a été mis en place. Vous allez trouver, on a mis les sites en bas hein, sur Sparklife, faites vos jeux en entreprise. Ça, c'est le site JO et sport en entreprise. Et on a mis aussi la Fédération française du sport en entreprise. Ils organisent des événements, des compétitions, des tournois interentreprises, etc. C'est pas mal. Franchement, allez voir, il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc, il y a un outil qui va permettre le calcul du bénéfice de la mise en place du sport en entreprise en termes de, comme l'a dit ma collègue, de lutte contre l'absentéisme, de la prévention des accidents du travail, etc. et des bénéfices en termes de QVT. Il y a une formation qui est proposée. Alors, il y a des choses qui ont été lancées et il y a des choses qui seront lancées au cours de l'année un peu plus tard, hein. Donc, la formation de référent sport en milieu professionnel. Alors, on l'a vu précédemment, il va y avoir un renforcement de la communication sur ce cadre juridique et fiscal, hein. Donc, la diapo qu'on vous a montrée sur les cotisations URSSAF, vous le retrouvez sur le site de l'URSSAF, ça a été mis à jour récemment et ça fait partie de ce projet-là, hein. On a aussi une solution sport entreprise, ça se développe beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des offices municipaux des sports, eux, ils peuvent être un bon relais pour vous dire ce qui est mis en place parce qu'eux, ils vont proposer des fois même gratuitement des actions d'échauffement en entreprise, des actions de lancement d'activités physiques en entreprise. Donc ça, vous pouvez trouver aussi sur cette plateforme tous les coordonnées et les informations en lien avec ça. Donc, il y a eu une mission parlementaire sur le sport en milieu professionnel qui a été lancée, dont a découlé pas mal de choses. Sur le site du MEDEF, vous allez trouver le lancement de cet événement sport qui a eu lieu, hein, donc les JO en entreprise. Il y a aussi, mais bon, elle a déjà eu lieu, la Journée nationale du sport en milieu professionnel, c'était le 28 septembre, où il y a eu pareil hein, des compétitions de marche, il y a eu des tournois de rugby, des choses pas mal qui ont été lancées. Et enfin, voilà, comme on vous l'a dit, sur le site, le lien qu'on vous a mis, communication.sparklife, vous aurez toutes les infos où il va y avoir des événements tout au long de la présence des JO sur le territoire français. Merci à tous pour toutes ces précisions. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et le support de présentation avec l'enregistrement seront disponibles sur le site Présence PACA Corse très prochainement dans la rubrique ressources. Vous avez la possibilité de nous poser quelques questions par écrit dans la partie Q&R. Nous allons essayer d'y répondre. Ou sinon, vous pouvez contacter directement votre service de santé au travail pour toute précision concernant la sédentarité et l'accompagnement possible de vos équipes pluridisciplinaires dans votre entreprise. Marc et Laura, est-ce que nous avons quelques questions? Alors oui, on a
parmi les questions posées, une question qui concernait l'environnement des plateaux téléphoniques. Donc, la personne qui nous posait la question se demandait, se disait qu'il était difficile de se déplacer pendant le travail, au risque de gêner, de perturber les autres opérateurs. Alors effectivement, ça peut être un frein si les personnes sont attitrées à un poste et si le management ne permet pas également la mobilité des personnes au cours de la journée. C'est pour ça que ça doit être inclus dans une démarche globale de prévention et validé par la direction de l'entreprise, je pense, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Oui, c'est... alors c'est vrai que sur les plateaux téléphoniques, alors après c'est difficile parce qu'on n'a pas tous les éléments. Est-ce que c'est des personnes qui travaillent avec un casque? Est-ce qu'on pourrait envisager, parce que ça se fait aussi, des lieux avec des panneaux isolants phoniques où des salariés pourraient se déplacer un petit peu, aller passer des coups de fil un peu plus éloignés des autres, ils pourraient justement marcher le temps de certains coups de fil sans gêner leurs collègues. C'est difficile à évaluer comme ça. Il faut être sur le lieu de travail pour pouvoir vous conseiller réellement. Mais en tout cas, c'est possible. Ou alors, s'ils ont des choses à imprimer, ou alors euh, à tour de rôle, voilà, permettre à chaque salarié de se lever. Vraiment, c'est, comme on vous l'a expliqué, c'est vraiment l'organisation et l'environnement de travail qui vont vous permettre de lutter contre la sédentarité au niveau collectif et individuel. Oui, pour compléter, même, je trouve que Stéphanie a donné des réponses après que la question a été posée concernant surtout l'aménagement avec, par exemple, un bureau à hauteur variable qui pourrait permettre aux salariés d'alterner les postures assises et debout. Il pourrait aussi être organisé des séances d'étirement, ne serait-ce que 5 minutes au milieu de la matinée, au milieu de l'après-midi. Ça peut être bien aussi d'effectuer des étirements à son poste de travail sans forcément être en déplacement. Et il y a l'utilisation peut-être de pétaliers qui pourraient être adaptés ou de Swiss ball. Les Oui, Swiss ball, ce sont les ballons qui créent une instabilité où on peut s'asseoir dessus, donc avec l'accord de l'employeur, bien sûr, qui peut permettre une dépense énergétique supérieure à celle de la sédentarité. Le pédalier, juste pour info, à 15 € déjà, je pense que vous trouvez l'entrée de gamme sur Decathlon à 15 € liée et ça permet quand même cette dépense énergétique et cette activité physique. Et ça peut, je pense, en restant assise à son poste de travail, même si vous passez des coups de fil ou entre deux clients, on va dire, cette petite mise en mouvement, quoi. Je me permets de vous interrompre parce que la question nous a été posée aussi par rapport aux donc les gros ballons, là, les Swiss balls. Quelqu'un nous demandait combien de temps, entre guillemets, il faut rester assis dessus pour que que ça soit efficace. Alors, le temps doit être augmenté progressivement, en fait, parce qu'au début de l'utilisation, ça peut occasionner des contractures. Donc, il faut vraiment que ce soit progressif, commencer par un quart d'heure, par exemple, et puis petit à petit, on va augmenter. Ce qui est bien, c'est de modifier les postures. Dans l'idéal, toutes les 30 minutes, toutes les 1 heure. Donc, alterner le ballon avec une chaise traditionnelle, par exemple, avec la posture debout, etc. Alors, je vois qu'il y a également une question pour les chauffeurs poids lourds. Alors, c'est très difficile, hein, parce qu'évidemment, ils ont des longues périodes de conduite avec une posture assise ininterrompue. Mais voilà, il faut vraiment stimuler qu'à chaque pause, il y ait une activité de marche et pas une posture assise de nouveau, que ce soit dans un café pour boire quelque chose, un café, ou voilà, lors de la pause déjeuner, il faut vraiment voilà, manger en 15-20 minutes et puis avoir cette activité physique de 15 minutes. C'est-à-dire que dès qu'ils peuvent avoir du mouvement, en dehors des temps de conduite, il faut qu'ils puissent le mettre en place. Oui, et là aussi, promouvoir l'activité physique, qu'ils aient une pratique physique régulière, même en dehors de leur travail, hein. Je pense aussi sur le site de Présence PACA Corse, il y a la plaquette pour les étirements qui peut être valable pour les postes de travail sur écran, mais qui peut être aussi utilisée pour les chauffeurs. Oui. Oui, puis le fait de mettre en place, ça se fait pas mal, même dans des entrepôts enfin, d'exploitation,
une petite salle de sport, voilà, les chauffeurs, que ce soit avant la prise de poste ou s'ils ne sont pas sur des déplacements internationaux ou nationaux, évidemment, hein, ou en fin de poste, voilà, ça évite, parce que c'est vrai que c'est parfois difficile d'allier dans la journée cette activité physique en plus de son travail. Quand c'est sur le lieu de travail, ben, c'est peut-être plus facile à mettre en place derrière. Donc, ça permet de lutter un petit peu aussi sur les méfaits de l'ajout de l'inactivité physique à la sédentarité. Alors, concernant l'URSSAF, vous avez vraiment toutes les infos sur le site de l'URSSAF, hein. Vous tapez sport en entreprise et voilà, vous avez les liens, la réglementation. Après, voilà, nous, on a donné ça parce que c'était important, on pense, voilà, pour motiver les salariés, les employeurs à le mettre en place. Après, malheureusement, on n'a pas forcément les compétences en comptabilité ou en tout cas en URSSAF, voilà, pour vous aider plus que ce qu'on vous a donné aujourd'hui, hein. Autre question aussi, je ne sais pas si quelqu'un aura la réponse ici, mais est-ce que les aides financières dont vous avez parlé sont aussi valables dans la fonction publique? Alors là, vraiment, aucune idée. Ouais, c'est une bonne question. Là, je suis pas. Parce que, voilà, est-ce que la fonction publique est concernée par l'URSSAF et par l'exonération de cotisation? Mais en tout cas, il doit y avoir quelque chose, parce que c'est vrai que nous, en étant des salariés du privé ou pour les entreprises du privé, on n'a pas vraiment l'info. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas. Mais je pense qu'il doit exister quelque chose aussi dans la fonction publique, en tout cas pour le sport en entreprise, je pense. Ça, je ne sais pas vers qui vous orientez, honnêtement. J'ai une question qui est intéressante aussi, là, c'est comment mobiliser des salariés qui considèrent leur travail, c'est déjà du sport? Agent de restauration collective, aide à domicile, agent d'entretien, par exemple. Alors, c'est vrai que ces personnes-là, évidemment, elles sont beaucoup moins concernées par la sédentarité puisqu'elles sont en activité. Après, les bienfaits de l'activité physique, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec ma collègue Lucille, voilà, il y a la sédentarité et l'inactivité physique. Ce sont deux choses complètement différentes. Le fait de ne pas atteindre les recommandations d'activité physique sportive de l'OMS peuvent avoir aussi un effet délétère. Donc, on n'est pas sédentaire au travail parce qu'on bouge au cours des 8 heures, mais on n'a pas forcément les effets bénéfiques de la montée en température corporelle et de cette activité physique qui permet aussi de réguler la glycémie, qui permet de réguler les pathologies cardiovasculaires, etc. Donc, et en même temps, les bienfaits qu'on connaît du sport, hein, la libération d'endorphines, le bien-être, etc. Donc, vraiment, il y a le sport, il y a le travail actif et c'est deux choses à allier. Voilà, moi, c'est ce que je donnerais comme conseil aux salariés que je reçois, quoi. Avez-vous des conseils sur la position assise prolongée? Alors, Il s'agit au niveau de l'installation. Si c'est pour l'installation, donc c'est les réglages qui doivent être faits au niveau ergonomique. Donc là aussi, sur le site de présence, il y a une plaquette qui est très bien faite où il y a les recommandations générales. Il y a le principe des 3 angles à 90 degrés qui est pertinent. Donc, déjà régler la hauteur du fauteuil pour avoir un angle à 90 degrés au niveau des genoux, donc à l'arrière des genoux, au niveau du bassin, entre le tronc et les cuisses, et aussi au niveau des coudes. Donc, on va déjà régler la hauteur du fauteuil. Donc, c'est vrai qu'une bonne posture ergonomique, ça réduit le risque de TMS, mais ça ne réduira pas tous les risques de la sédentarité. Lorsque nous préconisons de bouger toutes les 30 minutes, combien de temps faut-il bouger? 10 pas peuvent suffire. Il faut juste mettre le corps en mouvement. Donc, se lever ne suffit pas, il faut faire au moins 10 pas. Donc, 10 pas, c'est vraiment le minimum. Et après, il y a les étirements, encore une fois, qui peuvent permettre de détendre et d'activer les différentes parties du corps, les différentes articulations. Ça peut être très bref, en fait, 1 à 2 minutes, ça peut suffire, hein. alors, je vois la question, est-ce que ce type de démarche est réalisé dans les écoles? Alors, je ne vois pas
De quelle démarche vous parlez? Est-ce que c'est la promotion du sport, la promotion contre la sédentarité? Je sais que se développent en France de plus en plus les flexi-classes, en fait, où j'allais dire les salariés, les élèves peuvent se mobiliser au cours de la journée, parce qu'en plus, on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'évolution de la mentalité, on va dire, et du caractère, les enfants ne tiennent pas forcément en place, hein, ils ont besoin de plus de mouvement, peut-être parce qu'il y a beaucoup de sédentarité à côté aussi. Donc, du coup, il y a cette démarche de lutte contre la sédentarité qui, je pense, est prise en compte dans les établissements. Bon, un point juridique, je ne sais pas si on va pouvoir répondre, mais nous avons des appareils de sport extérieurs fixes dans l'entreprise. Devons-nous faire une déclaration de ces appareils comme l'indique le code du sport? Moi, je dirais que oui, hein, à partir du moment où il y a des appareils de sport qui sont mis en place, je pense que oui. Après, voilà, rapprochez-vous de votre service juridique pour avoir des informations, en tout cas, à jour et sûres. Autre question très pratique. Si le salarié souscrit un abonnement dans une salle de sport, est-ce que l'employeur peut obtenir une aide pour financer une partie de ce coût? On a répondu, hein, je crois, en partie. Oui, on y a répondu. Alors, le CSE, si CSE, il y a peu, et l'employeur aussi, hein. L'employeur aussi. C'est une façon de promouvoir le sport. Pouvez-vous nous expliquer de nouveau la différence entre sédentarité et inactivité physique? Alors, vas-y, Lucille. Non, mais peut-être ce serait intéressant que tu l'abordes, parce que moi, je l'ai déjà défini tout à l'heure, donc une définition différente. Vas-y, Stéphanie. Alors, comme on l'a abordé auparavant, donc c'est vrai que la sédentarité, c'est une posture assise maintenue ou allongée. Bon, allongée, ça se fait pas trop au travail, mais posture assise prolongée au cours d'une journée de travail, enfin, allant de 5 heures à 7 heures. En tout cas, à partir de 2 heures consécutives, on est dans la sédentarité. L'inactivité physique, c'est vraiment les recommandations d'activité physique au cours d'une semaine qui ont été émises par l'OMS, qui ne seraient pas respectées. Voilà. Donc, on peut, il y avait eu une formation par un médecin, j'ai plus son nom, mais à la Société de médecine du travail qui disait, si vous êtes assis pendant 8 heures consécutivement au travail, si vous faites un marathon par jour, ça ne va pas compenser les méfaits de cette sédentarité. Voilà, par exemple, typiquement. Donc, vous voyez, on peut être hyper actif au niveau sportif en dehors de son poste de travail. Si on est assis consécutivement pendant 8 heures, les effets délétères seront présents. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Alors, est-ce qu'un bureau de type réglable en hauteur peut être remboursé à l'employeur? Alors, nous, ce qu'on a trouvé en termes d'URSSAF, c'était vraiment pour la promotion du sport en entreprise. Après, pour le matériel, on n'a pas trouvé l'info. Donc, je ne sais pas, peut-être poser la question à l'URSSAF directement sur ça, mais nous, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas trouvé cette info-là. Alors, la pratique du Pilate, oui. En fait, déjà, pour choisir une activité physique, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît à la base. Voilà, il faut qu'il y ait une activité, du mouvement, de la mobilité. Et le Pilate, on sait que c'est très, très bon pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques parce que ça fait du gainage profond, ça fait de la respiration, des étirements et de la mobilité articulaire. Donc, c'est assez complet. Et encore une fois, la pratique d'activité physique n'est pas forcément du sport. C'est-à-dire pour quelqu'un qui n'aime pas le sport du tout, il peut faire par exemple du jardinage, du bricolage. C'est considéré comme de l'activité physique quand même parce qu'il y a une augmentation des dépenses énergétiques, hein. Donc, n'hésitez pas à bouger autrement qu'en faisant du sport si vous n'aimez pas ça. Alors, une question concernant les coussins mémoire de forme pour siège de bureau. Est-ce qu'ils sont efficaces afin d'éviter les douleurs lombaires? Moi, je pense, s'il y a un message à retenir encore aujourd'hui, c'est que voilà, rien n'est meilleur que le mouvement. Voilà, pour lutter contre, entre autres, les douleurs et les troubles musculo-squelettiques. Voilà, la meilleure façon, c'est le mouvement. Le matériel va aider, mais s'il n'y a pas de mouvement derrière, ça ne réglera pas le problème.
Il y a plusieurs questions qui se recoupent là aussi par rapport aux aides de l'URSSAF. Je pense que là aussi on a répondu. Le mieux c'est de s'adresser directement à l'URSSAF pour avoir la réponse, parce que là c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours les réponses. Là on parle par exemple, nous avons opté pour le AMA assis en entreprise. Alors, je ne sais pas ce que c'est, A2MA. Est-ce Ouais. qu'on pourrait prétendre à une aide de l'URSSAF? C'est vrai que voilà, nous, on a trouvé les infos sur le site de l'URSSAF. On n'est pas allé plus loin que ça parce qu'on n'avait pas forcément de questions dans le détail à l'heure où on a rédigé le webinaire. Voilà, je vous invite à contacter directement l'URSSAF qui va peut-être pouvoir vous répondre à ces questions spécifiques. Donc, c'est une technique de massage énergisante et relaxante. D'accord. Ok, d'accord, des massages assis, mais du coup, c'est pas du matériel parce que, enfin, je comprends pas. C'est une table de massage, je C'est pense. quelqu'un qui vient. Ah, d'accord. Ah, les chaises de massage Massage assis. Euh, bon, après le détail par rapport à l'URSSAF, je sais que voilà, l'activité physique, ça reste quand même l'activité physique. Est-ce que les massages sont considérés comme l'activité physique? Bon, voilà, faut peut-être poser la question, mais honnêtement, je ne pense pas au point de vue URSSAF, hein. Il y a la question, j'ai d'organisation. vu aussi, pardon, sur les repas, donc manger en 15-20 minutes, est-ce que ça pose le même problème que la sédentarité au niveau de la digestion? Est-ce que, donc en fait, moi, ce que je vous répondrais à ça, c'est que le fait de marcher plus rapidement pour après aller marcher, ça stimule la digestion, donc ça va accélérer le transit intestinal. Vaut mieux manger peut-être un peu plus rapidement et marcher, faire un petit exercice digestif après, plutôt que manger lentement pendant 30 minutes en restant assis. Oui, parce que voilà, vraiment la phrase à retenir, c'est que sitting, donc être assis, is the new smoking, hein, au point de vue maladie inévitable, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qu'on considère que maintenant, rester assis, c'est l'équivalent de la cigarette avant. On fait des efforts sur le sevrage, etc. Mais maintenant, c'est remplacé par ça. Donc, c'est la première cause de mortalité évitable au monde. Donc, on pense que raccourcir son repas de 30 minutes recommandé à 20 minutes, bon, si par derrière c'est fait pour pouvoir marcher et s'activer, je pense que la balance bénéfice-risque est toute vue, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? On arrive au terme de nos 15 minutes de questions-réponses. Peut-être que si vous n'avez pas eu la réponse à vos questions, vous pouvez vous rapprocher de votre service de santé au travail ou trouver les informations parmi les liens que nous avons formulés en fait dans cette présentation pour aller chercher de plus en plus précision. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation et j'espère que ça vous aura éclairé sur le sujet. Un petit mot pour clôturer? Bougez. Voilà. Bougez au quotidien, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, et vous ne vous en porterez que mieux. Très bien, merci Et à je fais une ouverture, sans oublier les autres recommandations, donc sur l'hygiène de vie, bien sûr, un bon sommeil et des repas l'alimentation. équilibrés. Exactement. Très bien, merci à tous. Le message est passé, j'espère. Bonne Merci à journée. tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.